Ma femme est devenue médecin et a fêté ça en demandant le divorce le jour même, j'ai signé sans discuter et je me suis volatilisé complètement. 8 ans, c'est le temps que j'ai passé à construire le rêve de quelqu'un d'autre pendant que le mien prenait la poussière dans un coin. 8 ans à faire des doubles équipes et des heures supplémentaires pour financer ses études de médecine et notre vie à Paris. 8 ans de plats surgelés parce qu'elle était toujours en train de réviser. 8 ans de vacances annulées parce qu'elle devait se concentrer sur ses partiels ou le concours de l'internat. 8 ans à m'entendre dire qu'une fois diplômée, tout serait différent. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu un jeudi de mai, j'avais posé un jour de congé spécialement pour être là, j'avais même acheté une chemise neuve pour l'occasion car après tout, c'était censé être notre moment, notre réussite, notre avenir qui commençait enfin. J'étais assis dans cet amphithéâtre bondé, la regardant traverser l'estrade, et quand ils ont appelé son nom, je me suis levé et j'ai applaudi plus fort que quiconque. 8 ans de sacrifice portaient enfin leurs fruits, du moins c'est ce que je pensais. La cérémonie s'est terminée vers midi, les familles prenaient des photos, célébraient, organisaient des dîners au restaurant. J'ai attendu près de la voiture pendant qu'elle posait avec ses camarades de promotion, ce diplôme serré dans ses mains comme un ticket gagnant pour le loto. Quand elle s'est enfin dirigée vers moi, je m'attendais à une étreinte, un baiser, peut-être même un merci, mais au lieu de cela, elle m'a tendu une enveloppe Kraft. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. « Les papiers du divorce » a-t-elle dit comme si elle parlait de la météo, j'ai déjà signé ma partie. J'ai fixé l'enveloppe, puis elle. Elle ne plaisantait pas, il n'y avait aucune émotion dans ses yeux, aucune hésitation dans sa voix, ce n'était pas une décision impulsive, c'était prémédité. « Tu es sérieuse là ? » ?»« Très sérieuse, écoute, je n'ai plus besoin de toi. J'ai mon diplôme, j'ai des offres de poste, j'ai un avenir. Tu as été utile pendant mes études, mais ce chapitre de ma vie est clos. Utile. 8 ans de ma vie réduits à un seul mot, utile. Alors j'étais quoi? Une sorte de bourse d'études sur pattes? Elle a haussé les épaules. Tu savais dans quoi tu t'engageais, j'ai été clair sur mes priorités dès le premier jour, la médecine passait avant tout. Maintenant je suis médecin et je veux prendre un nouveau départ, sans boulet à traîner. Un boulet. Voilà ce que 8 ans de mariage signifiaient pour elle, un boulet. Ses collègues commençaient à se rassembler autour de nous, se demandant probablement de quoi parlait cette conversation intense. Certains d'entre eux me reconnaissaient des rares événements sociaux auxquels j'avais assisté au fil des ans, ils savaient tous que j'étais le mari qui faisait des heures sup pour payer le loyer de leur ami. J'ai ouvert l'enveloppe et parcouru les papiers, tout était déjà rempli. Elle partageait nos biens, réclamait la voiture qu'elle voulait, et listait même l'appartement comme étant uniquement le sien puisqu'elle allait bientôt gagner un salaire de médecin. Je n'obtenais que le strict minimum légal. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça, n'est-ce pas? Je ne suis pas stupide, je sais ce que je veux. J'ai regardé autour de moi, ces camarades qui nous observaient, les familles qui célébraient à côté, et la femme que j'avais passé 8 ans à soutenir et qui me jetait maintenant comme un vieux manuel scolaire usagé. Alors j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde, surtout elle, j'ai sorti un stylo de la poche de ma veste et j'ai signé chaque page sans lire le reste, là, sur le parking, devant ses collègues de médecine. J'ai mis fin à notre mariage avec la même désinvolture qu'elle avait mis à commencer cette conversation. Voilà, dis-je en lui rendant les papiers, félicitations pour ton diplôme et ton divorce. Sa bouche s'est ouverte de stupeur, elle s'attendait à un drame, des supplications, peut-être même de la colère, mais ce qu'elle a obtenu, c'était une coopération efficace. Attends, c'est tout? Tu ne vas pas te battre? Essayer de me faire changer d'avis? Pourquoi je me battrais pour quelqu'un qui vient de me traiter de boulet? Je me suis retourné et je me suis éloigné de la voiture, la laissant planter là avec son diplôme dans une main et nos papiers de divorce signés dans l'autre. Derrière moi, je pouvais entendre ses collègues commencer à chuchoter entre eux. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas fait de scandale, je suis simplement sorti de ce parking et de sa vie, complètement. La dernière chose que j'ai entendue en tournant au coin de la rue était l'un de ses camarades demandant « C'était qui ce type ? Et pourquoi il vient de partir à pied en laissant sa propre voiture ?» J'ai continué à marcher. Elle voulait un nouveau départ sans boulet? Parfait. Elle allait découvrir exactement quel genre de boulet je portais toutes ces années. 3 jours après l'incident du parking, j'étais parti. Pas seulement de l'appartement, mais de la région parisienne entière. Alors qu'elle s'attendait probablement à ce que je revienne ramper avec des excuses et des fleurs, j'exécutais l'acte de disparition le plus minutieux de ma vie. La beauté d'être marié à quelqu'un qui ne s'intéressait jamais aux finances,
c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce que je contrôlais réellement. Elle pensait récupérer l'appartement parce qu'elle allait gagner de l'argent de médecin, mais ce qu'elle ignorait, c'est que je payais le loyer depuis mon compte personnel depuis 2 ans, pas depuis notre compte commun, et le bail était à mon nom uniquement. J'ai passé ces 3 jours à liquider tout ce qui comptait, j'ai clôturé nos comptes joints et viré ma moitié dans une nouvelle banque dont elle n'avait jamais entendu parler, résilié les contrats d'énergie et d'internet qui étaient à mon nom, transféré mon numéro de téléphone, et même annulé l'abonnement Netflix qu'elle aimait tant. Le samedi matin, je chargeais ma camionnette avec tout ce qui m'importait vraiment, mes vêtements, mes outils, la porcelaine de ma grand-mère qu'elle n'avait jamais appréciée de toute façon, et ma collection de vinyles dont elle se plaignait toujours qu'elle prenait trop de place. Bordeaux est devenu ma destination, pas parce que j'y avais des attaches, mais justement parce que je n'en avais pas. Une page blanche dans une ville où personne ne connaissait mon histoire et où personne ne penserait à me chercher. L'appartement que j'ai trouvé n'avait rien de luxueux, un 2 pièces à 15 minutes du centre avec vue sur un parking au lieu des toits de la ville qu'elle voulait tant, mais c'était le mien, totalement, légalement, financièrement le mien. Trouver un emploi a pris moins d'une semaine, chef de chantier pour une entreprise moyenne spécialisée dans les bâtiments commerciaux. La paie était solide, les horaires raisonnables, et personne ne posait de questions sur ma vie privée. Parfait. Pendant ce temps, dans notre ancienne ville, elle découvrait la réalité de son nouveau départ. Le premier signe de problème est apparu quand elle a essayé de payer le loyer, il s'avère que le propriétaire n'accepte pas la phrase « je vais être médecin » comme moyen de paiement légal. Quand l'électricité a été coupée 3 jours plus tard, suivie par Internet, elle a enfin compris que je n'étais pas un boulet après tout, j'étais la fondation. Ces SMS ont commencé la première semaine, il faut qu'on parle, c'est ridicule, tu ne peux pas juste disparaître. Je les regardais arriver et j'effaçais chacun 2 sans lire au-delà de l'aperçu. Les appels ont commencé la 2e semaine, 27 appels en une journée. J'ai laissé chacun d'eux aller sur messagerie, puis j'ai effacé les messages vocaux sans les écouter. Si elle avait quelque chose d'important à dire, elle pouvait le mettre par écrit via son avocat. La 3e semaine, elle essayait de contacter mes anciens collègues pour obtenir mes nouvelles coordonnées. Mon ancien superviseur m'a appelé pour me prévenir qu'une femme frénétique prétendant être ma femme s'était présentée au bureau. Je l'ai remercié pour l'avertissement et lui ai dit que je n'avais pas de femme. Le 2e mois a apporté la vraie panique. Elle avait apparemment essayé de m'utiliser comme garant pour une demande d'appartement, seulement pour découvrir que mon ancien numéro était coupé. Elle a contacté ma sœur, mes parents, même mon ancien colocataire de fac. Chacun d'eux avait reçu la même consigne de ma part, je ne connais personne de ce nom. Le coup le plus désespéré est venu au 3e mois. Elle a réussi je ne sais comment à retrouver mon nouvel employeur et à appeler le siège social en prétendant qu'il y avait une urgence familiale. Mon patron a pris le message et me l'a transmis. Je lui ai dit la vérité, je n'avais pas d'urgence familiale parce que je n'avais pas de famille portant ce nom. Il a tout à fait compris et a discrètement signalé son numéro dans leur système. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était à quel point j'appréciais ma nouvelle vie. Bordeaux me convenait, le café était meilleur, les gens s'occupaient de leurs affaires, et personne n'attendait de moi que je sacrifie mon présent pour l'avenir de quelqu'un d'autre. J'ai rejoint un club de randonnée qui se réunissait tous les week-ends, j'ai commencé à prendre des cours du soir en gestion de projet, et j'ai même recommencé à avoir des rendez-vous, même si ce n'était rien de sérieux, juste redécouvrir ce que ça faisait d'avoir des conversations qui ne tournaient pas autour du stress des études de médecine et des plannings de révision. La femme que j'ai rencontrée dans un café-librairie était tout ce que mon ex-femme n'était pas. Elle avait sa propre carrière de graphiste, payait ses propres consommations et semblait réellement intéressée par mes pensées et mes opinions. Quand je lui ai dit que j'avais récemment divorcé, elle a simplement hoché la tête et dit « Bravo à toi d'avoir su quand partir ». Pas de drame, pas d'analyse de ce qui avait mal tourné, pas de suggestion de thérapie ou de seconde chance, juste l'acceptation que parfois les mariages se terminent et qu'avancer est l'option la plus saine. Au 6e mois, j'avais arrêté de vérifier si mon ex-femme essayait de me contacter. J'avais construit une routine qui n'avait rien à voir avec son emploi du temps, ses préférences ou ses besoins, lever à 6 heures, café en lisant les nouvelles, travail de 7 heures à 16 heures, sport ou rando après le travail, dîner avec des amis ou soirée tranquille à la maison à lire. Simple, paisible, à moi. L'ironie ne m'échappait pas, alors qu'elle racontait probablement à ses collègues son nouveau départ en tant que médecin célibataire, c'était moi qui vivais réellement un renouveau. Pas de boulet pour me tirer vers le bas, personne pour traiter mes contributions comme des commodités temporaires. Elle voulait recommencer à zéro? Je lui avais donné exactement ça, plus quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, un vide total là où je me trouvais auparavant.
3 ans après mon arrivée à Bordeaux, je vivais mieux que durant les 8 années entières de mon mariage. Ce que je ne savais pas, c'est que 3 ans après le début de sa carrière médicale, mon ex-femme découvrait que la réalité avait un certain sens de l'humour. Je l'ai appris plus tard par une connaissance commune qui n'a pas pu résister à l'envie de partager les ragots. Apparemment, son nouveau départ ne s'était pas passé comme prévu. Il s'avère qu'être un tout nouveau médecin n'apporte pas la richesse instantanée et le prestige qu'elle imaginait. Son salaire de départ en tant qu'interne était à peine supérieur à ce que je gagnais dans le bâtiment, sauf que maintenant elle avait une montagne de dettes sur le dos. L'appartement qu'elle avait réclamé dans les papiers du divorce est devenu un cauchemar financier en 6 mois. Sans mon revenu pour payer le loyer, les charges et les courses, elle a brûlé ses économies avant même de toucher sa première paie d'internat. Elle a fini par devoir prendre 2 colocataires juste pour joindre les 2 bouts, partageant l'espace qu'elle était si excitée d'avoir pour elle seule. Ces colocataires, selon ma source, n'étaient pas impressionnés quand ils ont découvert qu'elle avait divorcé de son mari immédiatement après son diplôme, surtout quand ils ont réalisé qu'il subventionnait essentiellement le style de vie qu'elle avait prévu de financer avec un argent de médecin qui ne se matérialisait pas aussi vite que prévu. Son emploi du temps était brutal, 80 heures par semaine, des gardes de nuit, être d'astreinte les week-ends où elle avait prévu de profiter de sa liberté retrouvée. La vie sociale qu'elle avait imaginée en tant que médecin célibataire à succès s'est transformée en sieste volée entre 2 gardes et en repas de cafétéria d'hôpital. Pendant ce temps, je m'épanouissais. L'entreprise de construction que j'avais rejointe m'avait promu directeur de projet senior, mon salaire avait considérablement augmenté et je gérais certains des plus gros chantiers commerciaux de la région bordelaise. J'avais acheté une petite maison avec un jardin correct, rien d'extravagant mais entièrement à moi, pas de prêt immobilier partagé, pas de planification financière commune, pas besoin de demander la permission pour les achats. Le groupe de randonnée était devenu le noyau dur de mon cercle social. Chaque week-end, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous explorions différents sentiers dans les Pyrénées ou le long de la côte. J'étais dans la meilleure forme de ma vie, j'avais un groupe d'amis solides et je me sentais véritablement heureux pour la première fois depuis des années. La graphiste que j'avais rencontrée, Claire, était devenue quelque chose de plus sérieux. Nous étions ensemble depuis plus d'1 an, prenant les choses doucement. Elle appréciait que je ne me précipite pas, étant donné mon divorce récent. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point il était rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui contribuait de manière égale à notre relation au lieu de me traiter comme un système de soutien financier. Elle avait son propre appartement, sa propre voiture, son propre compte épargne. Quand nous allions au restaurant, elle insistait pour partager l'addition. Quand je cuisinais chez moi, elle apportait le vin et le dessert. Quand elle cuisinait chez elle, je m'occupais de la vaisselle et j'apportais des fleurs. Tout semblait équilibré et réciproque. Mais revenons à la situation de mon ex-femme. Le point de rupture pour elle est apparemment arrivé au cours de sa 2e année d'internat. Elle travaillait selon un emploi du temps particulièrement brutal quand sa voiture est tombée en panne. Des problèmes de moteur majeurs qui coûteraient plus cher à réparer que la valeur de la voiture. Dans le passé, cela aurait été mon problème à résoudre, j'aurais trouvé le financement, négocié avec les garagistes, peut-être même emprunté de l'argent à la famille si nécessaire. Maintenant, elle faisait face à cela seule, avec des cartes de crédit plafonnées et aucune épargne. Elle a fini par prendre les transports en commun pendant 3 mois avant de finalement être éligible pour un prêt sur une voiture d'occasion, avec des mensualités qui mangeaient une part importante de son budget déjà serré. Toute cette expérience a apparemment déclenché une sorte de prise de conscience sur ce qu'elle avait perdu en jetant son au boulet. C'est là que la véritable recherche a commencé. D'abord, elle a essayé les réseaux sociaux, mais j'avais supprimé tous mes anciens comptes et n'en avais jamais créé de nouveaux sous mon vrai nom. Ensuite, elle a contacté tous les amis communs que nous avions eus, mais la plupart avaient choisi leur camp après le divorce, et son camp ne gagnait pas. Elle a engagé un détective privé après 2 ans de recherches infructueuses, lui payant même une provision de 1 000 € avec de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser. Il a trouvé d'anciennes adresses, des employeurs précédents, a même retrouvé des membres de ma famille qui ne lui ont rien dit d'utile. La percée est venue quand elle a abusé de son accès aux bases de données médicales pendant sa 3e année d'internat. Elle avait eu l'idée de fouiller les dossiers d'emploi et de sécurité sociale à travers plusieurs régions, cherchant mon nom dans des descriptions de postes liés à la construction. Apparemment, elle s'était dit que je finirais par avoir besoin de soins médicaux quelque part et que si je gardais le même type d'emploi, elle pourrait trouver une trace. C'était un coup de poker qui n'aurait pas dû marcher, mais ça a marché. Une visite médicale de routine que j'avais passée via la médecine du travail de mon employeur avait créé un dossier qui est apparu dans sa recherche. L'hôpital était à Bordeaux,
et l'emploi listé était dans une grande entreprise de BTP. Elle m'avait trouvé. Après 3 ans de recherche, elle avait enfin une localisation générale et assez d'informations pour me retrouver complètement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle cherchait avait évolué bien au-delà de la personne qu'elle avait jetée sur ce parking. Je n'étais plus le même gars qui faisait des doubles équipes pour payer ses factures, je n'étais plus le même homme qui acceptait d'être traité de boulet et d'utile. J'étais quelqu'un qui avait construit une toute nouvelle vie sans elle, quelqu'un qui avait prouvé que son évaluation de ma valeur était complètement fausse, quelqu'un qui avait tourné la page si complètement que son nom ne me traversait presque plus l'esprit. Elle allait découvrir que lorsqu'on jette quelque chose de précieux, on ne décide pas 3 ans plus tard qu'on veut le récupérer. L'appel a commencé un mardi matin de mars. Mon téléphone affichait 17 appels manqués d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis les SMS ont commencé à affluer, je sais que tu reçois ces messages, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, j'ai fait une erreur et je veux arranger les choses, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai effacé chaque message sans lire plus loin que l'aperçu. Après 3 ans de silence complet, je n'étais pas intéressé par la crise qui lui avait soudainement rappelé mon existence. Les appels ont continué pendant 2 semaines, différents numéros maintenant, probablement des téléphones empruntés à des collègues ou des amis. Je bloquais chacun d'eux dès que j'identifiais le schéma. 17 appels le mardi, 23 le mercredi, 31 le jeudi. Elle passait à la vitesse supérieure, devenant plus désespérée à chaque jour de silence. Puis elle est devenue créative. Mon téléphone professionnel a sonné un vendredi après-midi. J'étais sur le chantier en train de revoir des plans quand la réceptionniste de notre siège m'a appelé, et « Il y a une femme ici qui prétend être votre femme. Elle dit qu'il y a une urgence familiale et qu'elle doit vous parler immédiatement. » À quoi ressemble-t-elle? La réceptionniste l'a décrite parfaitement. Mon ex-femme avait réussi à trouver mon employeur et avait conduit jusqu'à Bordeaux. Elle était assise dans notre hall en ce moment même, racontant probablement une histoire de nouvelles médicales urgentes ou de crise familiale. Dis-lui que tu n'as pas pu me joindre et que je suis en déplacement sur un projet hors de la région pour les 2 prochaines semaines. Prends ses coordonnées et dis-lui que quelqu'un la rappellera. Bien reçu. Est-ce que je dois vraiment la rappeler? Non. 1 heure plus tard, mon superviseur m'a appelé pour me faire un point. Elle avait attendu dans le hall pendant 3 heures, demandant à plusieurs reprises si j'avais retourné des appels ou si je m'étais présenté sur différents chantiers. Quand il est devenu clair que je ne venais pas, elle a laissé son numéro et une note manuscrite. Qu'est-ce que la note disait? Quelque chose sur le fait que vous deviez discuter de votre avenir ensemble. Elle avait l'air assez bouleversée quand elle a réalisé qu'on n'allait pas l'aider à te traquer. Merci d'avoir géré ça professionnellement. Pas de problème, on a parfois des ex un peu folles. Je signalerai ces infos au cas où elle reviendrait. Elle n'est pas revenue au bureau, mais elle a trouvé d'autres moyens de faire connaître sa présence. Elle avait apparemment passé le week-end à conduire dans Bordeaux à la recherche de ma camionnette dans les complexes résidentiels et les parkings de restaurants. L'un de mes potes de rando m'a appelé le dimanche soir pour me dire qu'une femme correspondant à sa description l'avait abordée dans un café, prétendant chercher son mari dont elle était séparée et lui montrant une photo sur son téléphone. Mec, je ne lui ai rien dit, mais elle avait l'air vraiment déterminée. Elle a dit qu'elle cherchait depuis 3 ans. Merci de m'avoir prévenu. Si elle t'approche encore, tu n'as jamais entendu parler de moi. Compris. Le lundi a apporté une nouvelle stratégie. Elle avait compris que je vivais quelque part à Bordeaux et a décidé d'inonder la ville avec sa recherche. Elle a posté sur des groupes Facebook de quartier, des applications locales, même des annonces de type perdu de vue, tous avec le même message de base, je recherche mon mari, nous nous sommes perdus de vue après mon internat de médecine, aidez-moi à reprendre contact s'il vous plaît. Ma copine graphiste, Claire, m'a montré l'un des posts le mardi soir. Nous préparions le dîner chez moi quand elle a ouvert Facebook sur son téléphone. C'est bizarre, une femme poste dans tous les groupes de Bordeaux en disant qu'elle cherche son mari. Elle utilise une photo qui a l'air d'avoir été prise il y a des années et tout ça sonne désespéré. J'ai regardé le post. Effectivement, c'était une photo de moi de l'époque de notre mariage, probablement prise lors d'un dîner que j'avais oublié. La légende ressemblait à une petite annonce pleine de regrets et de promesses de tout arranger. On dirait quelqu'un qui ne comprend pas que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois brûlés. Claire a hoché la tête. Les commentaires sont assez brutaux. La plupart des gens lui disent que si son mari voulait être trouvé, il n'aurait pas disparu aussi complètement. Elle avait raison.
La section des commentaires était remplie de gens soulignant l'évidence, les hommes ne disparaissent pas totalement à moins d'avoir de très bonnes raisons. Plusieurs femmes avaient partagé leurs propres histoires d'ex-maris qui avaient coupé les ponts, et le consensus était clair, ce niveau d'évitement signifiait que des dégâts sérieux avaient été causés. Le mercredi a apporté le geste le plus désespéré. Elle a obtenu mon adresse d'une façon ou d'une autre. Je suis rentré du travail pour la trouver assise dans sa voiture devant ma maison. Elle était là depuis assez longtemps pour attirer l'attention des voisins, car Madame Martin d'en face m'a fait signe quand je suis entré dans mon allée. Cette femme est garée là depuis midi, elle demande à tous ceux qui passent s'ils vous connaissent. Je lui ai dit que je ne vous avais jamais vu de ma vie. Merci. Si elle vous approche encore, n'hésitez pas à appeler la police pour comportement suspect. Je me suis garé dans mon garage et je suis entré par la porte latérale, évitant tout contact avec sa voiture. Elle savait que j'étais à la maison maintenant, ce qui signifiait que la vraie confrontation arrivait. La sonnette a commencé à retentir vers 19 heures. Des sonneries continues, agressives, qui duraient 2 minutes à la fois, puis des coups à la porte, puis encore des sonneries. J'ai tout ignoré, continuant ma routine normale de dîner et de lecture. Vers 21 heures, elle a commencé à crier à travers la porte. « Je sais que tu es là. J'ai vu ton camion dans le garage. On doit parler de ça comme des adultes. J'ai conduit 6 heures pour venir ici, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas au moins écouté. » Les voisins avaient définitivement droit à un spectacle. Je pouvais voir les lumières des Porsche s'allumer dans la rue, les gens se demandant probablement quel genre de drame se jouait dans leur quartier habituellement calme. J'ai appelé la ligne non urgente de la police. Je voudrais signaler une intrusion et un tapage à mon domicile. C'est mon ex-femme, elle est là depuis plusieurs heures et refuse de partir. L'officier qui est arrivé 20 minutes plus tard était professionnel et efficace. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il lui parlait une dizaine de minutes. Elle était animée, gesticulant vers ma maison, expliquant probablement ses 3 ans de recherche et son besoin désespéré de renouer. Il a frappé à ma porte et j'ai ouvert. « Monsieur, cette femme prétend être votre ex-épouse et dit qu'elle doit discuter de questions importantes avec vous. Êtes-vous prêt à lui parler ? » « Non. Nous sommes divorcés depuis 3 ans et je n'ai aucun intérêt à communiquer avec elle. Je voudrais qu'elle soit éloignée de ma propriété. » Compris. Je vais l'escorter hors des lieux et lui expliquer qu'elle doit vous laisser tranquille. Par la fenêtre, je l'ai vu retourner vers sa voiture et avoir une autre conversation. Celle-ci était clairement plus ferme car elle est montée dans sa voiture et est partie sans regarder ma maison. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu 5 minutes plus tard, « La police ne peut pas m'empêcher de t'aimer. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai ajouté au dossier que j'avais commencé à constituer. Si cela devait aller plus loin, je voulais une documentation de tout. 3 ans de silence suivis de 2 semaines de désespoir. Elle m'avait trouvé, mais elle allait apprendre que trouver quelqu'un et renouer avec lui sont 2 choses complètement différentes. Elle m'a coincé chez le roi Merlin un samedi après-midi. Je chargeais du bois dans mon camion pour un projet de terrasse quand j'ai entendu sa voix derrière moi. « S'il te plaît, ne pars pas, accorde-moi juste 5 minutes. » Je me suis retourné pour la trouver à 3 mètres de moi, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle était plus mince que dans mes souvenirs, avec des cernes sous les yeux et cette énergie frénétique de quelqu'un qui fonctionne au pur désespoir. 5 minutes, pourquoi ? Pour t'excuser ? Pour expliquer ? Pour demander une autre chance ? J'ai fermé le haillon et je lui ai fait face complètement. Tu as eu 8 ans de chance. Tu les as toutes utilisées sur un parking il y a 3 ans. J'étais stressé. Les études de médecine étaient accablantes et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Quelle partie regrettes-tu ? M'avoir traité de boulet ou avoir découvert que ce boulet maintenait ta vie à flot ? Elle a tressailli à ces mots. Je n'aurais jamais dû dire ces choses. J'avais peur de commencer ma carrière et je pensais que je devais être totalement indépendante pour prouver que je pouvais réussir en tant que médecin. Et comment ça se passe pour toi ? Sa mâchoire s'est serrée. C'est plus dur que je ne le pensais. Les horaires, l'argent, tout. Je réalise maintenant que j'ai abandonné la meilleure chose de ma vie pour une carrière qui n'est pas ce que je croyais. Je me suis appuyé contre mon camion et j'ai croisé les bras. Alors, laisse-moi comprendre. Quand tu pensais que tu allais être riche et prospère, tu m'as jeté comme une ordure. Maintenant que la réalité t'a frappé et que tu galères, soudainement je suis la meilleure chose qui te soit arrivée.
Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Tu l'as dit toi-même, tu n'avais plus besoin de moi. J'étais utile pendant les études, mais ce chapitre était clos. Tu te souviens. Elle a regardé le sol. J'avais tort. Oui, tu avais tort sur beaucoup de choses. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut arranger ça. On avait quelque chose de bien avant que la médecine ne prenne toute la place. On peut retrouver ça. J'ai failli rire. On n'a jamais rien eu de bien. J'ai eu 8 ans à être ton système de soutien personnel pendant que tu poursuivais ton rêve. Tu as eu 8 ans de labeur financier et émotionnel gratuit pendant que tu construisais ta carrière. Ce sont deux relations complètement différentes. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Laisse-moi te dire ce qui est juste. Tu as eu exactement ce que tu as demandé, un nouveau départ sans boulet. J'ai eu exactement ce que je méritais après 8 ans à être tenu pour acquis, une vie où je suis valorisé. Je te valorise. Je t'ai toujours valorisé. Tu valorisais ce que je fournissais. Il y a une différence. Elle s'est approchée et j'ai pu voir des larmes commencer à se former dans ses yeux. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je me suis juste embrouillé dans mes priorités. Non, tu ne t'es pas embrouillé. Tu as été honnête. Pour la première fois en 8 ans, tu m'as dit exactement ce que tu pensais de moi et de notre mariage. La seule chose qui a changé, c'est ta situation. Les gens changent. J'ai changé. Vraiment? Ou tu es juste désespéré parce qu'être adulte est plus dur que prévu? Elle est restée silencieuse un long moment, puis a essayé une approche différente. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver que je suis différente maintenant? Rien. Parce que je suis différent maintenant, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne suis pas le même homme que tu as jeté il y a 3 ans. Ce gars qui faisait des doubles équipes pour payer tes factures, il est parti. Le gars qui acceptait d'être traité de boulet et d'utile, il n'existe plus. Tu parles à quelqu'un de complètement différent. Je ne crois pas ça. Les gens ne deviennent pas juste des personnes différentes. Bien sûr que si, surtout quand ils sont forcés de reconstruire leur vie entière à partir de zéro. Tu veux savoir ce que j'ai appris ces 3 dernières années? Elle a hoché la tête. J'ai appris que je suis en fait une assez bonne compagnie quand je ne suis pas constamment inquiet du niveau de stress de quelqu'un d'autre. J'ai appris que j'ai des intérêts et des hobbies qui ne tournent pas autour des plannings de médecine. J'ai appris ce que ça fait d'avoir des conversations qui ne finissent pas par quelqu'un qui se plaint de ses professeurs ou de ses stages. Son visage devenait de plus en plus rouge à chaque point que je marquais. J'ai appris que quand tu sors avec quelqu'un qui a sa propre carrière et son propre argent, les relations deviennent des partenariats au lieu d'œuvres de charité. J'ai appris que le respect mutuel est réellement possible quand les deux personnes contribuent également. Tu vois quelqu'un. Je suis fiancé. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Elle a reculé d'un pas et a mis la main sur sa poitrine. Fiancé? Depuis 3 mois. On se marie en septembre. Mais on est encore mariés. Non, on ne l'est pas. Tu as divorcé, tu te souviens? Papier signé et tout. Géré très efficacement. En fait, je veux dire, on pourrait encore, si tu voulais réessayer. Je ne veux pas réessayer. Je veux continuer à avancer avec quelqu'un qui m'a choisi alors qu'elle avait le choix, pas quelqu'un qui ne veut me récupérer que parce que ses autres options n'ont pas marché. Elle pleurait ouvertement maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Comment c'était supposé se passer? Tu étais censé débarquer après 3 ans, t'excuser de m'avoir traité comme une merde, et j'étais censé t'accepter avec gratitude dans ma vie. Oui. Non. Je ne sais pas. Je pensais juste que si je pouvais te trouver et t'expliquer. Tu pensais que je serais assis là à attendre que tu réalises ton erreur. Comme si j'étais juste en pause jusqu'à ce que tu décides que tu avais de nouveaux besoins de moi. Elle n'a pas répondu, mais l'expression sur son visage confirmait exactement ce qu'elle avait pensé. Voici la chose que tu n'as jamais comprise à mon sujet, je n'attends pas que les gens découvrent ma valeur. Quand tu m'as jeté, je t'ai prise au mot et j'ai tourné la page complètement. L'homme que tu cherches va se remarier avec quelqu'un qu'il apprécie depuis le premier jour. Je pourrais t'apprécier maintenant. Trop tard. Quelqu'un d'autre le fait déjà. J'ai ouvert la porte de mon camion et je suis monté. Elle est restée là à me regarder, espérant probablement que je changerais d'avis ou que j'offrirais un espoir de réconciliation.
Au lieu de cela, j'ai baissé la vitre et je lui ai donné un dernier conseil. La prochaine fois que tu trouves quelque chose de précieux, essaie de ne pas le jeter juste parce que tu penses avoir trouvé mieux. La plupart des gens n'ont droit qu'à une seule chance de faire cette erreur. J'ai démarré, la laissant planter sur le parking de Leroy Merlin avec la même expression qu'elle avait il y a 3 ans quand j'avais signé les papiers du divorce. La différence, c'est que cette fois, elle comprenait exactement ce qu'elle avait perdu. 2 semaines après la rencontre au magasin de bricolage, elle a fait un dernier geste désespéré. Elle s'est présentée à mon lieu de travail à nouveau, cette fois avec une histoire différente. Elle a dit à notre réceptionniste qu'elle était médecin avec des informations médicales urgentes sur ma santé qui nécessitaient une discussion immédiate. Mon superviseur m'a appelé dans son bureau. Ton ex est de retour. Cette fois, elle prétend qu'il y a une urgence médicale. Dois-je appeler la sécurité? En fait, laisse-moi gérer ça personnellement. J'ai marché jusqu'au hall où elle attendait, toujours en blouse, venant probablement d'une garde de nuit. Elle avait l'air encore pire qu'avant, comme si elle ne survivait qu'au café et aux faux espoirs. Urgence médicale, ai-je demandé. J'avais besoin de te voir. Et tu as pensé que se faire passer pour un médecin avec des infos urgentes était la façon appropriée de faire ça? Je suis médecin. Tu es aussi une menteuse. Il n'y a pas d'urgence médicale, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête, les larmes recommençant à couler. Voici ce qui va se passer. Je vais te donner 2 choses et ensuite, c'est fini pour toujours. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Premièrement, ceci est une ordonnance d'éloignement. Tout contact futur de ta part, direct ou indirect, devient une affaire légale, ça inclut venir à mon travail, chez moi, contacter mes amis ou créer de fausses urgences. Ses mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Deuxièmement, ceci est pour toi. Je lui ai tendu un faire-part de mariage. Mon nom et celui de ma fiancée, Claire, étaient imprimés en lettres élégantes avec la date de septembre et le lieu près de Bordeaux. Je veux que tu comprennes que je ne suis pas juste en train de passer à autre chose. J'ai déjà complètement tourné la page. La vie que je construis n'a rien à voir avec la vie que nous avions ensemble. Elle a fixé l'invitation comme si elle risquait de disparaître si elle clignait des yeux. Ma fiancée est au courant pour toi. Elle sait pour notre mariage, notre divorce, et ta tentative récente de renouer. Elle ne se sent pas menacée par toi parce qu'elle comprend quelque chose que tu n'as jamais compris. C'est quoi? Que quand quelqu'un te choisit tous les jours au lieu de te garder juste sous le coude en attendant mieux, ça crée un genre de relation complètement différent. La sécurité était arrivée et attendait à proximité, probablement appelée par la réceptionniste quand elle a réalisé ce qui se passait. Ces messieurs vont t'escorter jusqu'à ta voiture. Si je te revois, si j'entends parler de toi, si tu contactes qui que ce soit dans ma vie, la prochaine conversation sera avec mon avocat et la police. Elle pleurait plus fort maintenant, serrant l'ordonnance et le faire-part. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ça semble cruel. Cruel, ce serait de te laisser croire qu'il y a de l'espoir ou prétendre que 3 ans de reconstruction de ma vie pourraient être effacés avec une excuse. Ça, c'est juste de l'honnêteté. Je t'aime. Je sais que tu penses m'aimer, mais l'amour n'est pas quelque chose qu'on découvre quand on est désespéré. L'amour, c'est ce qu'on nourrit quand on a le choix. La sécurité s'est avancée et elle les a laissés la guider vers la sortie. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Tu me pardonneras un jour? Je l'ai déjà fait. C'est pour ça que j'ai pu avancer complètement. Elle est partie et je ne l'ai plus jamais revue. 6 mois plus tard, j'ai épousé Claire lors d'une petite cérémonie entourée de gens qui m'avaient vu construire une nouvelle vie à partir de rien. Pendant mes vœux, j'ai promis de la choisir chaque jour, pas seulement quand c'était pratique. Elle a promis la même chose en retour. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre la pareille, c'est de vivre si bien que ceux qui vous ont jeté réalisent qu'ils ont abandonné quelque chose d'irremplaçable. Mon ex-femme voulait un nouveau départ sans boulet. Je lui ai donné exactement ça et j'ai construit quelque chose de mieux que tout ce que nous avions eu ensemble. Elle a eu ce qu'elle a demandé. J'ai eu ce que je méritais. Nous étions enfin libres tous les deux. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. Je vous attends pour la prochaine histoire. À bientôt.